Oui, je vous suis de toute façon, en fonction de ce que vous dites. J'espère que vous nous entendez bien. Merci à tous donc, pour votre merci à Hugo Lepage d'intervenir aujourd'hui. On est ravis de ce partenariat en droit public et de l'environnement. Donc, on avait déjà eu un webinaire sur le devoir de vigilance et on a d'autres webinaires aussi de prévus. Donc, n'hésitez pas à suivre nos réseaux respectifs pour avoir les prochaines dates. Aujourd'hui, on est une centaine pour parler de l'enjeu que suscite le devoir de vigilance. Et avant de passer la main à Madame Lepage, je vais dire juste rapidement quelques mots de doctrine. Nous sommes une plateforme d'intelligence juridique pour venir mettre l'intelligence artificielle au service du droit depuis maintenant 7 ans. On innove de manière continue pour permettre à notre client d'accéder aux informations pertinentes. Et aujourd'hui, Madame Lepage, je vais vous laisser la main donc, sur ce sujet d'actualité assez complexe et important. Pour rappel, on est en ligne ensemble jusqu'à 12h15. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat auxquelles on répondra à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Avec mes confrères Pauline Morus à ma gauche et Sylvain Manaka à ma droite, nous sommes très heureux de participer à ce webinaire co-organisé par Doctrine et par nous-mêmes sur un sujet dont nous avons effectivement déjà parlé il y a 3 mois, mais comme je vous le dirai dans un instant, il y a de l'actualité sur le sujet et cette actualité change quand même un peu la donne par rapport à ce que nous avions pu expliquer en mois de janvier et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de refaire ce webinaire dont nous avions posé la date après le 24 avril, date à laquelle le Parlement européen devait voter, ce qu'il a fait, sur la directive devoir de vigilance. Alors, un petit mot pour nous présenter. Le cabinet est un cabinet qui fait beaucoup de droit public et de droit de l'environnement, de droit de l'énergie, de droit de la santé, de droit de l'alimentation, je dirais l'environnement au sens le plus large du terme. Et bien entendu, nous intéressons depuis plusieurs années maintenant à ce qu'on appelait la RSE, à la taxonomie au niveau communautaire et tout naturellement au devoir de vigilance puisque nous préparons des plans de vigilance pour des entreprises qui nous font l'honneur et la confiance de nous demander de le leur préparer. Pour mieux travailler, si je puis dire, sur ce nouveau sujet européen qui est le devoir de vigilance, qui s'inscrit du reste dans un cadre beaucoup plus large, qui est tout le cadre imaginé par la Commission et le Parlement qui vont cesser leurs fonctions dans quelques semaines, qui est tout ce qu'on appelle le Green New Deal, avec un lien très étroit entre ce qu'on appelle la CSRD, qui sont les obligations extra-financières d'un certain nombre d'entreprises, notamment en matière environnementale et droits humains sociales, entre les deux, et la vigilance, qui est la partie de traduction juridique de la responsabilité qui vient dans la manière dont, ayant pris conscience des risques, et des coûts qui s'expriment et des opportunités aussi d'ailleurs, parce que c'est très important, les opportunités qui s'expriment dans la CSRD, elles se traduisent dans le devoir de vigilance. Et pour répondre, je dirais mieux, à la demande de nos clients, nous avons monté une petite structure qui s'appelle VTF, Vigilance Task Force, dans laquelle nous travaillons avec un spécialiste climat, un spécialiste biodiversité, un spécialiste finance durable et un spécialiste risque pour pouvoir avoir la meilleure appréhension possible sur le plan pratique, concret des risques et de la manière dont ils sont prévus. Alors, je vous disais, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi? Mais je dirais qu'il y a une double actualité, puisque la France ne découvre pas le devoir de vigilance. La France a introduit, il y a maintenant 7 ans, c'était en 2017, dans son droit, l'obligation pour les entreprises de plus de 5000 salariés d'établir des plans de vigilance. C'est une réglementation, une législation qui a pris naissance après le drame du Rana Plaza
et de la manière dont des entreprises pouvaient, avec des partenaires en amont, et ça peut être aussi en aval d'ailleurs, en fait, avoir une part de responsabilité dans des catastrophes comme celle qui s'est passée au Riana Plaza. D'où l'obligation faite aux très grandes entreprises françaises d'établir un plan de vigilance qui permet de mesurer ce qu'on appelle de faire une cartographie des risques, donc de mesurer les risques qu'elles-mêmes, leurs filiales, leurs partenaires, alors pas tous les partenaires, mais les partenaires fournisseurs et sous-traitants dans lesquels il y a des relations commerciales établies, eh bien, de pouvoir avoir une cartographie de leurs risques, qu'on appelle une cartographie brute des risques, et à partir de cette cartographie brute des risques, d'établir les mesures de prévention déjà prises. Ça permet d'aboutir à une cartographie nette des risques, puis des mesures qui doivent être prises pour faire réellement une application du devoir de vigilance. Dans le cadre français, il y a une actualité qui est le jugement de La Poste, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris. C'est le premier jugement au sens plein du terme qui a été rendu en matière de vigilance, puisqu'il y en a eu d'autres, mais c'était sur des questions de compétence ou de recevabilité. Il y a eu tout un débat juridique pour savoir notamment qui était compétent. Est-ce que c'est le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire? En définitive, la loi a tranché, c'est le tribunal judiciaire. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de recours qui n'ont pas abouti parce que les tribunaux ont considéré que la mise en demeure préalable, qui est une obligation, n'avait pas été satisfaite de manière complète. Alors, le jugement de La Poste apporte un certain nombre de précisions très intéressantes sur justement la procédure à suivre, quelle association avec les partenaires, quelle est la cartographie des risques à présenter, cartographie brute, cartographie nette. Le jugement dit c'est une cartographie brute, et toute une série d'autres précisions dans le détail desquelles je n'ai pas le temps de rentrer. Ce jugement est frappé d'appel, donc il faut le prendre avec précaution, mais enfin, c'est une première interprétation que nous avons. Alors, j'en viens maintenant au devoir de vigilance européen. Alors, nous avons appelé ça le parcours du combattant législatif, parce que ce texte a connu beaucoup de difficultés. Je ne veux pas être trop longue pour laisser du temps à mes confrères pour rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans ce texte, mais pour dire que ce texte, en fait, qui avait fait l'objet d'une résolution du Parlement en mars 2021, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans, qui a fait l'objet d'une proposition de la Commission en février 2022, avait, après un parcours législatif assez classique, où le vote du Parlement avait été bien amodié, si je puis dire, par le Conseil, c'est-à-dire bien revu à la baisse. On était arrivé en décembre 2023 à ce qu'on appelle un accord en trilogue. C'est quoi un accord en trilogue? C'est un accord entre des représentants du Conseil, de la Commission et du Parlement qui se mettent d'accord sur les points de divergence. L'accord en trilogue était donc intervenu avec une revue à la baisse sensible du texte initial. Très bien. Pendant plusieurs mois, les juristes ont travaillé, parce que quand il y a l'accord en trilogue, encore faut-il, je dirais, arriver à un texte parfaitement rédigé. On y était arrivé, et quand on arrive à ce stade-là, généralement, on passe dans un organisme qui s'appelle le COREPER, qui est le comité permanent des représentants des membres de l'Union européenne. Et en général, il n'y a pas de problème de validation puisqu'il y a eu un accord. Et bien là, pas de chance, blocage de l'Allemagne, blocage de l'Italie, demi-blocage de la France, et le texte n'est pas voté. Et donc, on repart en discussion avec une validation le 15 mars 2024 par le Conseil d'un nouveau texte, revu très sensiblement encore à la baisse. Mes confrères y reviendront, à la baisse sur le scope, c'est-à-dire à quel niveau d'abord, quelles sont les entreprises concernées, ensuite sur le scope, c'est-à-dire quel type de partenaire prend-on en compte, ensuite sur la responsabilité des administrateurs qui a disparu
dans la dernière mouture et toute une série d'autres dispositions qui ont disparu. La grande inconnue, c'était de savoir si le Parlement voterait ou ne voterait pas ce texte, qui était quand même très, très, très réduit par rapport à celui que lui avait voté en première mouture. Et donc, nous avons eu la réponse le 24 avril, c'est pour ça que nous avions fixé notre webinaire à aujourd'hui, de mai, 24 avril, donc, le Parlement européen a voté, a adopté le compromis avalisé par le Conseil et le texte a été publié lundi dernier. Alors, non pas le texte définitif qui devra être publié au journal officiel, mais le texte voté par le Parlement européen, qui est donc la mouture définitive, qui, elle, sera publiée sans difficulté. Voilà, donc nous sommes au bout d'un parcours législatif extrêmement difficile. Pourquoi? Et je terminerai là, tout simplement parce que les enjeux pour les entreprises sont extrêmement importants. En 3/4 d'heure ou même une demi-heure, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais c'est un texte qui va, même s'il a été très réduit, qui change quand même beaucoup de choses. Dans les rapports entre les entreprises donneurs d'ordre et leurs partenaires, qui pose des règles de responsabilité de l'entreprise, non pas des administrateurs, mais de l'entreprise, quand même assez précises, qui fixe toute une série de règles en ce qui concerne le jeu des partenaires sociaux, c'est-à-dire des stakeholders, la manière dont à chaque étape, la consultation des parties prenantes doit se faire. Et je terminerai en disant qu'il ne faut pas se focaliser sur le niveau des entreprises concernées, qui ne concerne encore que les entreprises relativement très importantes, avec des entrées en vigueur très différées dans le temps selon la taille de l'entreprise. Mes confrères reviendront là-dessus. Mais qui, par cercle concentrique, va descendre. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est vraiment très important. C'est-à-dire que les partenaires qui sont visés, ce n'est pas seulement les partenaires de rang 1, direct, c'est les partenaires indirects qui peuvent être de rang 2, de rang 3, de rang 4. Il n'y a pas de limitation dès lors qu'il y a une incidence négative forte. Ce qui veut dire que dans la chaîne de valeur de la construction d'un produit ou d'un service, des entreprises, même de petite taille, vont être concernées parce que le donneur d'ordre final va, lui, devoir répondre de son devoir de vigilance. Et je pense que c'est pour ça que ce texte est tellement important, parce qu'effectivement, il a une force d'application qui est tout à fait considérable. Voilà, j'ai été trop longue, je passe la parole à ma consoeur Pauline Horus. Alors, si on rentre désormais dans le champ d'application du devoir de vigilance, lorsqu'on parle de champ d'application en matière de devoir de vigilance, il y a un élément qui est très important au préalable, c'est de bien distinguer l'entreprise assujettie d'une part, et puis le périmètre du devoir de vigilance, c'est-à-dire toutes les personnes morales qui viennent d'être mentionnées et sur lesquelles on va revenir, les fournisseurs, les sous-traitants de second rang, etc., qui vont être inclus dans le périmètre du devoir de vigilance. Donc, si on commence d'abord par les entreprises assujetties, donc là, on va retomber sur les fameux seuils sur lesquels il y a eu énormément de débats qui ont beaucoup évolué. Je reviens un tout petit peu en arrière pour que vous voyez l'évolution des seuils. Vous aviez peut-être retenu un seuil de 500 salariés avec 150 millions qui, entre-temps, s'était rapproché du seuil de la CSRD. Et finalement, nous voilà arrivés à un seuil de 1000 salariés avec 450 millions de chiffre d'affaires. Je réavance un petit peu. Voilà, c'était pour que vous puissiez bien replacer les chiffres que vous aviez peut-être retenus jusqu'à présent. Désormais, on est donc sur un assujettissement sur la base d'une pluralité de critères, c'est-à-dire un critère sur le nombre de salariés, un critère sur le chiffre d'affaires. Viennent s'y ajouter des seuils spécifiques aux franchises à 80 millions d'euros. Et puis, on est venu rajouter une approche consolidée qui n'existait pas au départ, c'est-à-dire qu'on va aller regarder ce qui se passe au niveau de la maison mère. Et on va normalement les seuils, c'est une appréciation individualisée, entreprise par entreprise,
mais néanmoins, il y a quand même une espèce de voiture-balai via cette approche consolidée de la maison mère. Si la maison mère atteint les seuils, elle va faire entrer dans le scope du devoir de vigilance l'ensemble du groupe. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a une suppression des secteurs à risque. Vous aviez peut-être entendu parler de seuils qui étaient plus bas pour l'agriculture, le textile, le secteur minier. Tout ça, ça a disparu. On n'a plus qu'un seuil de droit commun. Et puis enfin, ce qu'il faut retenir, c'est cette entrée en vigueur différée pour les sociétés, d'abord pour les plus importantes jusqu'aux plus petites. Donc les seuils dont on parle de 1000 salariés, en réalité, ne seront soumis au devoir de vigilance qu'à partir de 2029. Voilà. Et dernier élément qui est important, c'est que pour mettre toutes les entreprises qui interviennent au sein de l'UE sur un pied d'égalité, évidemment, les seuils vont s'appliquer aux entreprises qui sont de droit de l'Union européenne, mais également d'entreprises qui ont leur siège social en dehors de l'Union européenne, mais qui réalisent un chiffre d'affaires équivalent au seuil sur le territoire de l'Union européenne pour que tout le monde soit soumis au même niveau de contrainte. J'arrive désormais dans le périmètre du devoir de vigilance. Donc ça, c'est tout le scope que va embarquer l'entreprise assujettie dans son sillage, puisque l'on va regarder, on va soumettre au devoir de vigilance non seulement les activités propres de l'entreprise qui est assujettie, c'est-à-dire celle qui répond au seuil dont on vient de parler, mais également les activités de ses filiales et puis les activités de ses partenaires commerciaux directs. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est là la véritable innovation du devoir de vigilance, c'est qu'on va regarder y compris les partenaires commerciaux indirects, sans limitation de la chaîne. Donc ça peut être de rang 2 à 10 dès lors qu'il y a une véritable relation commerciale. On voit bien là une grande innovation. En revanche, là où on a reculé, c'est que jusqu'à présent, on allait regarder ce qu'on appelait la chaîne de valeur, et donc on regardait tous les partenaires commerciaux à la fois en amont, mais également en aval, c'est-à-dire y compris tous les partenaires commerciaux qui intervenaient au stade du recyclage, de l'élimination des produits, mais également les utilisateurs finaux, les consommateurs des produits et services. On est largement revenu là-dessus dans la CSDD version finale, puisque désormais on parle, alors ça ne change pas grand-chose, mais on parle désormais plutôt de chaîne d'activité et non plus de chaîne de valeur. On a conservé tous les partenaires commerciaux en amont de cette chaîne d'activité. En revanche, en aval, le périmètre est largement limité puisqu'on ne regarde que les partenaires commerciaux qui vont être en lien avec la distribution, le transport et le stockage. Donc tout ce qui pouvait concerner les consommateurs finaux a disparu. Et ça s'applique directement au secteur financier. Là aussi, il y a eu énormément de rebondissements. Je ne reviens pas sur l'historique pour qu'on ait le temps d'aborder tous les sujets. Désormais, les entreprises financières réglementées sont bel et bien incluses dans la CSDD. Il avait été question de les exclure, etc. Elles sont bien dans le droit commun. En revanche, dès lors que les produits qui étaient très intéressants d'inclure, c'est-à-dire les prêts, tous les produits qu'ils pouvaient proposer aux consommateurs finaux, se situent dans la chaîne de valeur aval et donc sont exclus in fine de la CSDD. Dernier élément important en matière de champ d'application sur le droit de vigilance, quels sont les risques que l'on va regarder? Là, on a une petite spécificité par rapport à ce qu'on peut trouver en droit français. En droit français, on va regarder les incidences sur les droits de l'homme, sur les droits de l'environnement, mais on n'a pas de liste de textes auxquels se référer. Là, on va fonctionner un peu différemment dans la CSDD parce qu'il y a un renvoi direct et une annexe avec toute une liste de textes auxquels le devoir de vigilance devra répondre. Et là, à nouveau, il y a eu une évolution sur la liste des textes. Notamment, on peut relever que les accords de Paris ne figurent plus comme référence dans cette annexe. On avait prévu de faire un petit comparatif sur le droit français, mais vous les retrouverez dans le support PowerPoint pour que vous puissiez comparer effectivement les seuils et le champ d'application. Mais du coup, je passe un peu vite pour qu'on puisse consacrer du temps au contenu du devoir de vigilance. Parfait. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, s'agissant du contenu du devoir de vigilance, une fois qu'on a quelles sont les entreprises qui sont assujetties, quel est le scope, quel est le périmètre, la profondeur, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être conforme au devoir de vigilance européen cette fois-ci, et non pas au devoir de vigilance français?
je vous ai mis ici un petit graphique qui permet un peu de voir quelles sont les étapes, les différentes étapes à suivre et quelles sont les différentes mesures importantes de ce devoir de vigilance européen. Ce qu'on peut simplement noter à titre de comparaison par rapport au devoir de vigilance français, c'est qu'on est sur une structure qui est quand même très similaire. Très similaire avec une petite nuance, c'est qu'en droit français, on parle du plan de vigilance, qui est un peu cette mesure chapeau, qui rassemble toutes les obligations différentes, que ce soit la cartographie des risques, les actions de prévention d'atténuation, les mécanismes et dispositifs d'alerte, etc. En UE, on n'a pas cette mesure chapeau, on a directement toutes ces différentes mesures. Mais néanmoins, en termes de structure, on est sur quelque chose d'assez similaire. Donc là encore, au niveau de la transposition, à date, qui est entièrement floue, donc on ne sait pas précisément comment cette directive européenne va être transposée en droit français. Néanmoins, on peut dire que sur la structure, on sera sur quelque chose d'à peu près similaire. Je commencerai néanmoins quand même par une petite distinction, ou une distinction assez intéressante du droit européen, c'est que le législateur européen a indiqué, a prévu en tout cas, que l'entreprise doit vraiment inscrire au sein de ses politiques et de ses systèmes de gestion la matière du devoir de vigilance. C'est-à-dire que au sein de sa politique de gestion de l'entreprise, va devoir être intégré le devoir de vigilance. C'est assez intéressant puisque ça montre aussi le degré de gouvernance auquel on s'inscrit. On est sur quelque chose d'assez important puisque les stratégies d'entreprise, etc., c'est évidemment un degré de gouvernance très, très élevé qu'on les met en place. Donc plus précisément, qu'est-ce qui va devoir être mis en place à ce titre-là? La directive nous parle d'une description de l'approche de l'entreprise en matière de devoir de vigilance, de la mise en place d'un code de conduite aussi qui va décrire plus précisément quelles sont les règles, les principes à suivre, que ce soit avec les activités propres à l'entreprise, ses filiales, ou encore même avec les partenaires commerciaux. Donc on aura tout ce corpus de règles et également une description des procédures qu'on va pouvoir venir modifier ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là c'est à la différence du devoir de vigilance français qu'on connaît à date, il est explicitement prévu que une concertation avec les salariés et avec leurs représentants doit avoir lieu à ce niveau-là. On le verra, la question de la concertation, et comme l'a dit Madame Lepage, de l'inscription au processus avec les parties prenantes, la théorie des parties prenantes, a vraiment été intégrée à ce corpus de règles de droit positif. Donc là, on retrouve quelque chose de réellement très intéressant. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler une seconde étape, mais qui est, à notre sens, finalement, vraiment l'étape essentielle du devoir de vigilance, qu'il s'agisse du devoir de vigilance français ou désormais du devoir de vigilance européen, c'est la cartographie des risques, ou en langage européen, la cartographie des incidences négatives réelles et ou potentielles. En quoi consiste cette cartographie? Il s'agit ici, c'est vraiment pour la raison pour laquelle on parle d'une pièce maîtresse, c'est qu'il s'agit ici de pouvoir recenser au sein de toute l'activité de l'entreprise, de ses filiales et des activités de ses partenaires commerciaux, quels sont les risques, quelles sont les incidences négatives qui pourraient se réaliser. Et c'est à ce moment-là donc qu'on va pouvoir identifier quels sont les risques, les hiérarchiser et en conséquence mettre en place les mesures appropriées pour les prévenir. C'est pour ça que cette étape, elle est vraiment essentielle. Dès lors que vous lancez dans cette entreprise du devoir de vigilance, la cartographie des risques, c'est la pièce maîtresse. Un point qu'on peut expliquer ici, même si Pauline l'a déjà mentionné, c'est la définition d'une incidence négative. Puisqu'en droit français, il s'agit d'identifier tous les risques qui ont trait à la santé, à la sécurité, à l'environnement et aux droits humains et libertés fondamentales. Le code de commerce ne va pas plus loin, ne va pas plus en détail. En droit européen, l'approche elle a été différente sur ce point-là, puisque la définition de incidence négative, elle va renvoyer à une annexe précise qui va indiquer à la fois pour le droit de l'environnement et pour les droits humains, quelles sont les violations donc des droits humains et quelles sont les violations de l'environnement que l'on peut considérer comme une incidence négative. Et c'est là où on a vu quelques petits appauvrissements par rapport à la version, notamment de la version du Parlement européen,
c'est que la version du Parlement européen, pour les droits environnementaux, elle mettait en place l'obligation, donc au sein des annexes voilà, de ce devoir de vigilance, hein, l'obligation de recenser, de prévenir, d'atténuer ou de mettre fin à une incidence négative sur l'une des catégories environnementales suivantes. Et là, on retrouvait de manière générale le changement climatique, la biodiversité, la pollution de l'air, de l'eau, du sol, etc. etc. Cette étape, elle a disparu. Donc, elle a disparu et elle laisse place à simplement, enfin, ce qui est déjà très bien, hein, mais qui est donc la Convention de Bâle sur le transport, l'exploitation des déchets dangereux, etc. Donc, des normes de droit international qui existent déjà et qui sont plus précises. Mais cette voiture balai qu'on avait, elle a disparu. Également, la référence à l'émission des gaz à effet de serre et à l'accord de Paris, elle a également disparu. Donc, ça veut dire que, et ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre, c'est quelles sont les incidences négatives désormais prises en compte et donc que l'on doit identifier, que l'on va devoir hiérarchiser, etc. Voilà pour cette cartographie des risques. Je crois que j'avais souhaité rapidement, hein, là encore, vous montrer par un exemple ce à quoi peut ressembler une cartographie des risques, en tout cas 2 exemples de risques. Si on prend l'activité du BTP, que l'on sait que l'on revoit souvent dans cette question du devoir de vigilance en matière de déchets, ça veut dire, si vous êtes un acteur du BTP, que vous rentrez dans les seuils, donc vous êtes une entreprise assujettie, il va falloir que vous indiquiez, a priori, hein, que vous indiquiez comme risque, si vous travaillez avec des déchets d'amiante, voilà, les risques, il existe un risque d'exportation de déchets dangereux au sens de la Convention de Bâle par ces déchets d'amiante qui sont catégorisés, je vous ai mentionné ici, identifiés comme A20, 50 au terme de la Convention de Bâle. Pareil sur la question des conditions de travail en matière de santé et sécurité. En activité du BTP, on recense beaucoup d'accidents de travail, notamment causés par les chutes de hauteur. Ça, c'est un risque qu'il va vous falloir identifier. Évidemment, avec plus de précision. Hein, là, l'objet, on ne travaille pas sur une entreprise précise. Donc, voilà. Mais voici un exemple que vous pourrez retrouver. Donc, j'en ai terminé donc, sur cette deuxième étape qui est quand même très, très importante, celle de la cartographie des risques, de la cartographie des incidences réelles ou potentielles. Une fois que cela est fait, va se poser la question de comment y répondre, comment les prévenir, les atténuer, y mettre un terme et voir les réparer ces incidences négatives. Donc, ce que nous dit la directive sur ce point, c'est que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir, voire pour atténuer de manière adéquate ces incidences négatives potentielles. Par mesures appropriées, hein, je vous ai mis la définition ici, on entend des mesures qui permettent de remédier efficacement aux incidences négatives d'une manière proportionnée, néanmoins au degré de gravité, à la probabilité de l'incidence négative. Donc là encore, c'est quelque chose qui va être assez intéressant, puisque dans le cadre du devoir de vigilance français, on avait un seul article du Code de commerce qui pouvait parfois manquer en précision. Un décret avait été pensé, mais il n'est jamais paru. Donc là, on va avoir plus de précision sur quelles sont les mesures à mettre en place, par exemple. Et d'ailleurs, plus précisément, le texte, en son article 10, va nous indiquer quelles sont les mesures à prendre si nécessaire. On va retrouver la question de la mise en place d'un plan d'action qui recenserait donc toutes ces mesures appropriées. Hein, donc un plan d'action en matière de prévention qui va être assorti de calendriers qui vont clairement définir la mise en œuvre des dites mesures appropriées, accompagnées d'indicateurs qualitatifs, voire quantitatifs. On a aussi en mesure la question d'obtenir de la part du partenaire commercial, parce que c'est l'une des grandes questions, d'obtenir de la part donc, du partenaire commercial des garanties contractuelles, c'est-à-dire tout bonnement rédiger un contrat avec le partenaire commercial pour garantir que ce dernier va se conformer au code de conduite de l'entreprise assujettie, ne va pas causer d'atteinte aux droits humains ou à l'environnement. Également, la directive propose la mise en place de réaliser des investissements financiers ou non financiers, de remodeler et de remodifier parfois en profondeur les plans de l'entreprise
ses stratégies globales, les activités même de l'entreprise, notamment en matière de politique d'achat. Hein, donc, pour un grand groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du devoir de vigilance, elle se pose vraiment sur la question des politiques achats. Qu'est-ce qu'on achète, chez qui on se fournit? C'est quelque chose qui est vraiment tangible pour ces grands groupes et pour l'application du devoir de vigilance. Pareil, il y a la question de fournir un soutien ciblé ou proportionné à une PME et également la question de la collaboration avec d'autres entités pour mettre en place un cadre éventuellement sectoriel au niveau de la branche, donc des syndicats professionnels, de pouvoir se conformer ou prévoir des mesures communes. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, dès lors que, même si on a mis en place ces questions-là, on n'arrive pas à répondre, et ça, c'est une grande nouveauté du devoir de vigilance européen qu'on viendra de souligner, ressouligner et à nouveau souligner. Donc, dans un second temps, par rapport aux partenaires commerciaux, le devoir de vigilance européen nous prévoit que l'entreprise, elle va s'abstenir de nouer de nouvelles relations ou d'étendre ses relations existantes avec le partenaire commercial avec qui il peut y avoir des problèmes. Si jamais cela ne suffit pas, on peut aller jusqu'à une suspension temporaire de ces relations commerciales. Et si jamais, là encore, ce degré ne suffit pas, alors on peut aller jusqu'à mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne donc les activités les activités reliées à l'incidence négative potentielle. Il y a une réserve, hein, je vous l'ai cité ici, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement le temps, mais on voit que ce texte a été travaillé et au fil des négociations, on arrive à un compromis puisqu'il y a quand même certaines réserves qui sont mises en place sur la fin de cette relation. Si on continue et rapidement sur le cas des incidences négatives qu'on appelle réelles, donc c'est donc dès lors que on n'est plus sur un risque, mais que on recense une incidence qui a été causée, donc une pollution par exemple. Dans ce cas-là, on a également tout un tas de mesures à prendre qui sont similaires à celles prévues pour les incidences négatives potentielles. Également, il y a dans un second temps cette possibilité de s'abstenir de nouer une nouvelle relation, de suspension temporaire ou de mettre un terme. Une différence notable et qui en fait est logique, c'est la question de la réparation. Lorsque l'entreprise a directement causé un tort. Si la réparation, et notamment, c'est ce que nous dit l'article 12, si la réparation de l'entreprise, elle vient de l'entreprise assujettie elle-même, alors on va avoir une obligation de réparation. C'est moins clair dans le cas d'une entreprise, si l'incidence négative est causée par un partenaire commercial, et éventuellement, on pourra y revenir à la fin de ce webinaire. Simplement, et là, j'approche de la fin du contenu, hein, vous voyez, c'est dense, on vous fait une synthèse qu'on estime être des points les plus importants, mais la question du devoir de vigilance, elle est prégnante et elle va plus loin. Sur la question des parties prenantes, par rapport au devoir de vigilance français, on a une obligation donc de consultation des parties prenantes, qui ne sont pas que les salariés de l'entreprise, hein, ça va beaucoup plus loin, ça peut être les communautés touchées notamment, voire des organisations de la société civile. Et donc, il y a une nécessité de consulter ces parties prenantes à chacune des étapes du processus de vigilance, lorsque, on peut citer au moment de la cartographie des risques, au moment de l'élaboration à proprement parler des mesures appropriées de prévention du plan de vigilance, au moment s'il s'agit de décider de mettre un terme ou de suspendre une relation commerciale, etc. etc. En droit français, à date, l'obligation de concertation, elle réside seulement pour la concertation qu'il doit y avoir, que l'on doit mettre en place lorsqu'on met en place le mécanisme d'alerte sur ces risques de vigilance. Et pour en terminer, avant de repasser la parole à Pauline, les 3 dernières étapes, je vais plus brièvement aller dessus parce qu'elles sont moins importantes, moins essentielles, même si elles demeurent quand même obligatoires, hein, et à ne pas oublier. C'est donc le mécanisme
procédure de recueil des plaintes. Qui peut déposer une plainte? Donc, je vous les ai cités ici, des organisations de la société civile, syndicats et les représentants de travailleurs notamment. Également, une des mesures, ça doit être le dispositif de suivi des mesures qui doit être mis en place par l'entreprise assujettie. Il ne suffit pas de mettre une fois un plan de vigilance, il faut suivre les mesures mises en place et s'assurer de leur contrôle. Et enfin, dernier point très important pour les entreprises, c'est la question de la communication. À date, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une publication sur le site web de l'entreprise, une déclaration donc, qui est annuelle. La commission va venir adopter des actes délégués pour préciser le contenu, c'est-à-dire quelle doit être la description des politiques de l'entreprise, quelles doivent être les incidences négatives recensées qui sont à publier et quelles mesures appropriées. Donc ça, on va le savoir aussi très prochainement. J'en ai terminé sur le devoir de vigilance. J'ai quelques slides sur le reste et notamment sur le devoir de vigilance français. Et là, on peut rappeler l'article du L225-102-4 du Code de commerce qui est aujourd'hui applicable pour les entreprises françaises. Doctrine, on vous repasse la main pour cette partie. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? Donc en fait, sur Doctrine, l'idée notamment de ces articles qui vont changer, il y a pas mal justement de modifications, c'est de pouvoir d'une part d'être sur la dernière version en date, mais aussi de pouvoir les comparer entre elles et d'avoir un code couleur très simple, en vert les ajouts, en rouge les retraits, mais surtout de venir contextualiser et de revenir à l'intention du législateur par rapport à ce changement-là, et donc d'y agréger les documents parlementaires qui vont concerner la modification, avec une possibilité même de rechercher des mots-clés pour encore affiner la recherche. Et au-delà en fait, d'avoir accès au texte, on a accès à toutes les décisions. Vous en parliez tout à l'heure, justement, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de décisions sur le sujet. Il y a la fameuse décision justement de la Poste. L'innovation là en ce moment sur Doctrine, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle générative, avec la possibilité notamment de résumer les différentes décisions dans les résultats de recherche, mais surtout d'activer en fait le suivi, notamment en cas d'évolution de l'article, mais aussi de toute nouvelle décision, puisqu'on sent que c'est un sujet qui est très important et c'est très important aussi donc de se tenir informé de toute décision qui suivra. Et donc, au-delà des décisions, vous avez aussi toute la partie commentaires pour avoir tout le contenu lié, aller un peu plus dans le vif du sujet, entre guillemets, pour rechercher toutes les informations et avoir une vue à 360 degrés de cet article-là, qui est donc rappelé avec les différents points sur ce devoir de vigilance. Et je vous relaisse la main. Oui, quelques mots sur le contrôle et sanctions sur le devoir de vigilance avant de vous donner la parole s'il y a des questions. C'est important dans la mesure où là, on a des vraies nouveautés par rapport au droit français, notamment avec la création d'une autorité de contrôle, donc une autorité administrative de contrôle au niveau de chaque État de l'Union européenne. On sait qu'en France, cette autorité n'existe pas jusqu'à présent et la seule autorité de contrôle, la seule autorité à laquelle on pouvait s'en remettre, c'était l'autorité du juge. Là, on va fonctionner différemment dans le cadre de cette CSDD. On va avoir deux mécanismes qui sont totalement autonomes. Le mécanisme avec cette autorité de contrôle et toujours le rôle du juge qui restera important, mais c'est deux systèmes qui ne sont pas conditionnés l'un à l'autre. Ça, c'est quand même une évolution assez importante, d'autant que chaque autorité de contrôle va avoir des pouvoirs assez forts, qu'on vous a listés dans nos slides, un pouvoir d'enquête, soit de sa propre initiative, soit sur la base de ce qu'on appelle des rapports étayés faisant état de préoccupation. Autrement dit, sur la base d'un dispositif d'alerte qui doit au passage également être mis en place. Elle va pouvoir notamment mettre en œuvre son pouvoir d'injonction. Et là, ce pouvoir est assez grand puisqu'elle peut non seulement demander la cessation des infractions et puis ordonner des mesures de réparation. Donc ça va assez loin, elle peut avoir des pouvoirs assez proches des pouvoirs d'un juge. Elle peut également imposer des sanctions, j'y reviens juste après, et puis elle peut également agir en urgence en prenant des mesures provisoires. Donc on va voir la création de ces entités, et notamment en droit français, qui vont venir énormément renforcer le corpus du devoir de vigilance.
Outre ces entités qui vont être dans chacun des pays, il va y avoir un réseau européen de ces autorités de contrôle pour bien coopérer, notamment lorsqu'il y a des groupes qui vont avoir des activités sur plusieurs États. Les autorités de contrôle vont pouvoir s'échanger des informations. Et puis aussi, il va y avoir une volonté d'aligner les pratiques, c'est-à-dire qu'il y ait une application uniforme du devoir de vigilance, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel on se trouve, encore une fois, avec l'idée d'avoir une égalité de traitement entre toutes les entités à l'échelle de l'Union européenne. Les sanctions que chacune de ces entités d'autorité de contrôle va pouvoir mettre en œuvre, elles sont définies par chaque État, mais il y en a deux à minima. C'est des sanctions financières qui, à l'heure actuelle, n'existent pas en France, qui peuvent aller assez loin, puisqu'on va pouvoir aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc, ça peut aller assez loin. Et puis, une possibilité de déclaration publique d'un manquement d'une entreprise au devoir de vigilance. Ça, c'est quelque chose qui existait en droit français, mais c'est un processus de name and shame qu'on retrouve de manière assez fréquente sur la réglementation RSE et qui fonctionne assez bien. Je ne reviens pas énormément sur la responsabilité civile, puisque c'est un mécanisme qu'on connaît bien en droit français, simplement pour signaler qu'il a failli pas passer l'étape finale du parcours du combattant législatif, mais il a été finalement conservé au niveau de l'Union européenne. Et aussi quand même pour bien rappeler que ce qu'on va regarder, les manquements qu'on va regarder dans le cadre de cette responsabilité civile, c'est quand même assez particulier, parce qu'on va regarder si les actions de prévention ou d'atténuation qu'aurait dû mettre en œuvre l'entreprise au titre de son devoir de vigilance auraient pu permettre d'éviter les préjudices aux droits de l'homme, préjudices environnementaux, etc. Donc c'est quand même une approche qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dans un contentieux en responsabilité civile. Et dernière mesure de sanction qui peuvent impacter des groupes de manière assez importante, c'est qu'on va pouvoir en tirer des conséquences en matière de commande publique. J'en termine afin de vous laisser quelques minutes. Sophie, Marie, vous nous dites si vous avez des questions de votre côté. Oui, alors je ne sais pas si vous avez accès au chat, on a 2 questions. Oui, ça, on va l'ouvrir, effectivement. Plutôt non. Alors, c'est quoi les questions? Je ne peux pas lire. Alors, nous remontons. C'est quoi la question? Sous-traitant qui n'a pas respecté les règles, par ailleurs, il considère que Lis bien la question, parce que je ne l'avais pas la lire. C'est juste c'était pour essayer déjà voir d'où elle commence. Alors, je lis la question pour qu'on puisse tous être sur le même niveau. Donc là, sur la question de Irène, si ça fait bien partir des 2 questions que vous aviez repérées. Lors de l'audition au Sénat du président de la Poste concernant le dossier Chronopost, en tant que donneur d'ordre, il renvoie la balle au sous-traitant qui n'a pas respecté les règles. Par ailleurs, il considère que malgré la décision de justice, il n'y a pas de défaut de son devoir de vigilance, mais juste un manque dans la procédure de cartographie. Est-ce que le texte européen va permettre une vraie mise en jeu de la responsabilité du donneur d'ordre? Vous voulez prendre la parole? C'est l'article 12, je crois, de mémoire, qui fixe les principes de responsabilité en distinguant bien, comme Pauline l'a fait, en fait, la juxtaposition de 2 systèmes, qui d'une part un système judiciaire et d'autre part un système extra-judiciaire. Il faut bien voir que le responsable, c'est normalement, s'il y a un manquement au devoir de vigilance, c'est l'entreprise qui est responsable de ce manquement. Alors ensuite, si effectivement le manquement est en aval ou en amont, il dépend d'un partenaire, à ce moment-là, il faut voir si l'entreprise a mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour faire en sorte que ce partenaire soit correct dans l'exercice de sa fonction. Notamment, il est question beaucoup dans la directive d'assurance contractuelle, c'est-à-dire d'engagement pris. Alors, il peut y avoir un défaut de l'entreprise mère parce que les engagements contractuels n'ont précisément pas été suffisamment précis ou passés avec le partenaire. Il faut aussi pouvoir justifier des éventuelles sanctions qu'on aurait mises en œuvre ou des engagements qu'on aurait pu exercer. Donc, si vous voulez, ensuite, on rentre dans une zone qui est une zone plus délicate, parce que c'est une responsabilité indirecte sur le dommage.
Donc, ce n'est pas le fait d'avoir causé le dommage, c'est le fait de n'avoir pas pris toutes les mesures qui auraient peut-être pu l'éviter. C'est comme ça qu'il faut, à mon sens, poser la question. Oui, je ne sais pas si mes confrères sont d'accord. Oui, et on peut rajouter qu'effectivement, c'est une première décision de première instance, donc on en saura plus éventuellement en appel. Et effectivement, il y a plusieurs étapes dans le plan de vigilance tel que Sylvain l'a expliqué tout à l'heure. Et effectivement, lorsqu'il y a un manquement au niveau de l'identification des risques, au niveau de la cartographie, ça ne signifie pas forcément qu'ensuite, au niveau des mesures de vigilance et de prévention, là, il y a eu un manquement. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'on risque d'engager cette responsabilité, lorsqu'on n'est pas allé assez loin dans les mesures de prévention et d'atténuation. Et donc, effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'essayait de se défendre le président de la Poste, mais je n'ai pas la référence exacte. Je passe sur peut-être la seconde question. Oui. Donc, quel mécanisme contractuel envisagez-vous pour qu'un donneur d'ordre puisse, par voie contractuelle, obtenir de son partenaire commercial indirect La question, voilà. Indirect, une garantie du respect du code de conduite de l'entreprise ou de son plan d'action en matière de prévention? Je peux commencer à donner un début de réponse. Alors, en fait, dans la directive communautaire, il y a beaucoup de développement autour de la notion d'influence. C'est-à-dire le fait qu'une entreprise donneur d'ordre doit user de son influence comme un levier pour faire en sorte que ses partenaires en rang 1, en rang 2, en rang 3, en rang 4, etc., respectent le code de conduite et la politique de vigilance qui a été mise en place. Donc, si vous voulez, c'est peut-être sur ce point-là, et puis également dans l'écriture du code de conduite qui va être mise en place et que normalement l'entreprise de rang 1 devrait signer et faire signer par l'entreprise de rang 2, par l'entreprise de rang 3 et ainsi de suite. Oui. Voilà, c'est une première réponse, mais si vous voulez, c'est une réponse très théorique parce que je la fais parce que j'ai lu vraiment très attentivement ce texte et c'est l'interprétation qui me semble devoir prévaloir, mais peut-être qu'il y aura des jurisprudences qui diront des choses différentes. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les mécanismes contractuels, c'est pour parler concrètement, ce que les entreprises mettent en place vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux, contractuellement, ça va être, voilà, nous on a édicté, nous sommes la direction achat de l'entreprise assujettie, nous avons édicté un cahier des charges très précis sur l'origine de tel achat que l'on fait, vous allez devoir le respecter et on va l'intégrer à notre contrat, à nos relations contractuelles. C'est quelque chose qui prime, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, si je ne m'abuse, en matière notamment de droit public, et c'est quelque chose, c'est ce vers quoi on tend, on sent vers une transparence plus grande des achats et du regard de qu'est-ce qui se passe au-delà, qu'est-ce que fait mon co-contractant. À l'appui de ce que Sylvain Manaka vient de dire, je crois qu'il faut bien comprendre que ce devoir de vigilance, ça va impliquer peut-être des acteurs un peu différents de l'entreprise. Pauline avait raison de souligner que, compte tenu de ce que cette histoire de vigilance doit s'intégrer dans la politique de l'entreprise, c'est bien sûr au niveau du COMEX que ça va se discuter. Mais ensuite, dans l'application pratique, il y a quelqu'un qui va avoir un rôle clé, c'est le directeur ou la directrice des achats. Qui n'est pas forcément la première personne à laquelle on pense quand on pense devoir de vigilance. Ben oui, mais il n'empêche que sur la chaîne de valeur ou la chaîne d'activité, c'est bien le directeur achat qui va avoir un rôle très très important. Oui. Il y a une dernière question. Je crois que sur l'identification des risques, si je ne m'abuse sans lire complètement la question, c'est vraiment sur la question de… c'est la question au-dessus, moi. Oui. C'était sur quel est le degré de précision du risque qui doit être inclus au sein de la cartographie des risques. C'est toute la question. Alors, dans la directive, on parle quand même des risques les plus dotables. Oui. Il y a un principe de hiérarchisation. On commence vraiment par ce qui est le plus lourd et le plus impactant pour aller vers ce qu'il est moins, avec une focalisation sur vraiment les risques potentiels comme les risques réels, mais surtout potentiels, les plus prégnants. Ensuite, ceux qui sont très éloignés, on peut les traiter de manière beaucoup plus souple. Et là, je pense qu'il y a une petite différence, à mon avis, entre le devoir de vigilance français et le devoir de vigilance européen, qui me paraît, alors je ne sais plus quel est l'article
qu'il le précise, mais quand même se focaliser sur ce qui est le plus notable. Oui. Oui, on va les considérer. Et en France, la question, elle s'est posée déjà en jurisprudence. Le jugement Laposte là-dessus, il a pu relever que la cartographie des risques de l'entreprise La Poste, à date, elle était trop vague, c'est-à-dire que les risques étaient trop larges. Donc la question, vraiment, elle se pose et il faut trouver une juste fenêtre de tir, un juste milieu. Il y avait une autre question rapidement sur les transpositions dans chaque État membre se feront de façon différente. Devons-nous craindre une application différente pays par pays et une éventuelle jurisprudence différente d'une autorité à l'autre? Donc ça, on l'a mentionné, hein, il y a une volonté en tout cas avec ce réseau d'autorités européens d'uniformiser les pratiques, mais si on parle de jurisprudence, donc là vous parlez de jurisprudence de l'autorité de contrôle, mais on peut plutôt craindre des jurisprudences différentes d'un juge à l'autre, au moins dans un premier temps, même si le temps lissera, à mon avis, les pratiques et les orientations de chacune des autorités et de chacun des juges. Dans un premier temps, on risque d'avoir des décisions un peu différentes d'un pays à l'autre. C'est possible, et il faudra un moment que la Cour de justice de l'Union européenne, probablement, siffle la fin de la récréation s'il y a un vrai débat sur certaines dispositions et dise la manière dont elles doivent être appliquées. À ce moment-là, les jurisprudences se plieront. Mais là, on est en 2030 quelque chose. On n'est pas aujourd'hui. Hein. Comme le rappelait Pauline, les dernières entreprises les plus petites, donc plus de 1000 salariés, c'est 2029. Alors le temps qu'il y ait du contentieux, même si sur les premiers, c'est une entrée en vigueur 2027, 2026, dans 2 ans. 2027, oui. Vous voyez le temps qu'on ait de la jurisprudence de la CJUE, à mon avis, sera 2029-2030, pas avant. Voilà. Il y a encore une question? Une dernière question sur les modalités de contrôle sur les partenaires directs et indirects, mais on y a un petit peu répondu. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, enfin, je crois qu'on vient un peu d'y répondre. Et puis, de manière générale, si vous avez encore des questions, vous pouvez évidemment contacter le cabinet à l'adresse. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà le timing à peu près tenu. Eh bien, écoutez, merci encore pour votre intervention. Merci à tous les participants également. On rappelle aussi qu'il y a le replay de ce webinaire qui sera disponible dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à partager le lien. Et encore merci pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous.